70, le deuxième était le... Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Face à cette crise en Ukraine, vous avez été amené à de nombreuses reprises ces derniers jours à vous justifier sur vos positions passées par rapport à la Russie et particulièrement par rapport à Vladimir Poutine. En 2018, vous disiez que vous rêviez d'un Poutine français. Nous avons bien compris que vous aviez un peu changé d'avis depuis l'invasion de l'Ukraine, en tout cas sur la justification de ce genre d'attaque. Mais comme vous briguez le poste de président de la République, qu'est-ce qui vous fascinait à l'époque chez le dirigeant russe et que vous voudriez éventuellement utiliser comme modèle si vous êtes élu? J'ai condamné tout de suite l'invasion en Ukraine. C'est la première chose à rappeler quand même. Je l'ai rappelé. Tout simplement parce que moi je défends depuis longtemps la souveraineté nationale, je défends l'intégrité des frontières, que certains ont moqué pendant des années. Donc je ne vais pas me retrouver à encourager le non-respect des frontières et le non-respect de la souveraineté nationale. Ça me paraît d'une grande cohérence. Maintenant, quand je parlais de Poutine français, je voulais dire, vu la situation de la Russie à la chute de l'Union soviétique, que Vladimir Poutine avait, comme un patriote russe, redressé son pays, refait de son pays une grande puissance. C'est exactement ce que disait Nicolas Sarkozy, c'est exactement ce que disait Jacques Chirac. Tout simplement parce qu'il y a une tradition française de dialogue avec la Russie, mais moi, je me pose non pas en russe, mais en français. Je suis un patriote français, et donc ce que je veux, c'est évidemment défendre les intérêts de la France et des Français. Mais en 2018, il y avait déjà eu la Tchétchénie, par exemple. Pardon ? En 2018, il y avait déjà eu la Tchétchénie. Vous saviez donc qui était Vladimir Poutine. Quand vous avez dit que vous rêviez d'un Poutine français, mais vous savez, Madame Coudray, les Russes sont, dans l'histoire, ont toujours été brutaux, ont toujours été durs. C'est un peuple dur. C'est comme cela. Ils sont même... C'est comme ça. C'est une loi de la nature. C'est une loi, en tout cas, de l'histoire des peuples. Vous savez, ils ont été prêts à brûler leur propre capitale pour ne pas s'incliner devant l'armée de Napoléon. Ils sont prêts à des choses qui nous paraissent démesurées. Vous savez, il faut lire Dostoïevski et vous comprenez quelle est la nature des peuples russes. Vous savez, moi, je suis comme le général de Gaulle, je crois à la nature des peuples. Ça existe, monsieur. Quelle est la nature de Vladimir Poutine? Est-il un dictateur? Écoutez, moi, je vous répondrai exactement comme Emmanuel Macron, comme Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense que c'est la bonne réponse. Je suis amené à devenir président de la République, et donc je ne vais pas, pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à certains téléspectateurs, insulter Vladimir Poutine. C'est évidemment quelqu'un qui a des méthodes rudes, qui est méthode tyrannique, mais je ne vais pas le qualifier, car après, il faut discuter avec lui comme avec tout chef d'État. Vous savez, sur la planète, il y a à peu près la moitié qui ne sont pas des démocraties. Hein, en Arabie Saoudite, en Chine, ce ne sont pas des démocrates. Et pourtant, on discute avec eux. Alors, vous avez dit, le coupable, c'est Poutine, mais le responsable, c'est l'OTAN. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, on rappelait ce qui se passe à Mariupol, par exemple, est-ce que cette comparaison ne vous paraît pas indécente? Non. J'ai dit, je parlais pour le passé. Je dis aujourd'hui, Vladimir Poutine est le seul coupable de cette intrusion et de cette agression contre l'Ukraine. On ne va pas refaire 10 fois. Ce que je dis, c'est que dans le passé, on a raté beaucoup d'occasions. Et Emmanuel Macron et l'OTAN, avec son extension à l'Est depuis 20 ans, alors que les Américains avaient promis de ne pas le faire, Jean-Luc Mélenchon vient de vous le dire, il a raison là-dessus. Ils l'ont fait à chaque fois avec l'accord démocratique des peuples, justement. Mais cher monsieur, consulté. vous avez tout à fait raison. Merci, vous avez tout à fait raison. Et demain, ça n'a jamais été à la force du canon. Vous avez tout à fait raison, mais vous savez, l'histoire dépend de la géographie, monsieur Boulot. Et l'Ukraine est à côté de la Russie. Et donc, on doit tenir compte, c'est ça la base de la diplomatie, on doit tenir compte des avis des autres pour essayer de pacifier les relations. Donc évidemment, on ne peut pas tout faire et n'importe quoi. C'est comme ça, dans l'histoire humaine, c'est comme ça. Comme d'autres candidats ici présents, vous ne souhaitez pas qu'il y ait une défense européenne. Vous préféreriez, vous, président, que la France se défende elle-même, avec son argent, ses moyens, son armée. Le budget aujourd'hui, c'est 41 milliards, vous allez l'augmenter. Quand vous voyez qu'un pays comme la Chine dépense 230 milliards par an, vous dites, nous allons nous suffire à nous-mêmes, nous allons écarter tout danger avec nos seules forces. Alors écoutez, j'ai tiré 2 leçons fondamentales de ce retour du tragique
ce retour de la guerre, que, accordez-moi que je le dis depuis des années, que nous sommes sortis d'une période que nous avions rêvée, pacifique. Enfin, vous disiez il y a 2 mois que jamais Vladimir Poutine n'allait envahir l'Ukraine. Mais tout le monde le disait, cher monsieur Non. Boulot. Le président de la République lui-même, monsieur Zelensky lui-même, tous les experts, tous les éditorialistes. Pardonnez-moi, il n'y avait que les services secrets américains qui disaient le contraire. Avec des preuves et des photos. Absolument. Que vous ne croyiez pas à l'époque. Cher monsieur Boulot, rappelez-vous la guerre du Golfe. Rappelez-vous qu'il nous avait apporté une fiole à l'ONU qui était soi-disant des choses mirifiques de l'Irak et que tout ça était mensonge. Donc, accordez-moi qu'on pouvait se méfier légitimement des discours américains. Donc, je reviens à l'armée. Je pense nous avons un devoir de puissance. Nous devons absolument, vous savez, le général de Gaulle nous a appris une chose. La défense doit être nationale. Toute guerre doit être notre guerre. Nous pouvons avoir des alliés, nous en avons toujours eu dans l'histoire. Mais toute guerre doit être notre guerre. Et donc notre défense doit être notre défense. Nous ne devons pas dépendre des autres. Aujourd'hui, donc c'est pour cela d'abord que je veux augmenter effectivement le budget militaire de 41 milliards à 70 milliards en 2030. Je veux que nous ayons un 2e porte-avions. Je veux que nous ayons plus d'avions de chasse. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Boulot, aujourd'hui, que s'il y a une guerre que les militaires appellent de haute intensité, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, nous avons 3 jours de munitions. 3 jours, c'est déjà, depuis, en Russie, vous avez vu, ça fait 10 jours. Alors qu'on pensait qu'il y avait un décalage terrible entre la puissance de l'armée russe et l'armée ukrainienne. Vous vous rendez compte la faiblesse française? Tout ça parce que des présidents depuis 10 ans, en particulier M. Hollande, M. Macron, n'ont jamais fait remonter le budget de la défense. Souvenez-vous. M. Macron a fait augmenter le budget de la défense. Il a cessé la descente, en vérité, plus précisément. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut, oui, nous avons un devoir de puissance et nous ne serons jamais tout seuls, monsieur Boulot, jamais. Dans l'histoire de France, même quand nous étions hégémoniques en Europe, nous avions des alliés. On a toujours des alliés. Donc on aura toujours des alliés. On reste dans l'OTAN. Ce que je dis, c'est que nous devons avoir une autonomie défense. Et donc il nous faut sortir du commandement militaire intégré pour retrouver notre autonomie de décision. Et par ailleurs, monsieur Boulot, ça a un avantage formidable. D'abord, quand nous parlons aux autres, aux Russes, aux Chinois, aux Africains, etc., on sait que nous ne sommes pas les petits télégraphistes des États-Unis. C'est important. Et dans cette histoire, M. Macron a beaucoup pâti de cette image. Mais par ailleurs, vous allez voir que c'est cohérent. C'est parce que nous étions, après la décision du général de Gaulle, sortis du commandement militaire intégré, que nous avons constitué notre industrie de défense complète. Si nous avons aujourd'hui de toutes les armes fabriquées par notre industrie et que nous ne sommes pas obligés d'acheter aux Américains, c'est parce que nous sommes sortis du commandement militaire intégré, parce que quand nous sommes dans un commandement militaire intégré, les Allemands, les Hollandais, les Américains leur disent, vous savez, c'est la logique de créneau. Toi, tu fais les chars, toi, tu fais les porte-avions, toi, tu fais ceci, toi, tu fais cela. Seuls les Français ont fait de tout. Le problème, c'est que comme on dépense plus assez, on a une conception d'échantillon. Vous voyez, on a de tout, mais un petit peu. Il nous faut nous densifier, nous renforcer. Par ailleurs, M. Macron est un utopiste de la défense européenne. Il croit que nous allons faire une autonomie européenne, nous allons faire une défense européenne. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, contrairement à ce qu'il nous dit? Ce n'est pas l'émergence d'une défense européenne, c'est le renforcement de la jambe européenne de l'OTAN. C'est-à-dire que qu'est-ce que vont faire les Allemands avec leurs 100 milliards qu'ils annoncent pour leurs dépenses militaires? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter américains. Ils vont acheter des F-35 américains et non pas l'avion qu'ils sont censés faire avec nous, le fameux SCAF. Il faut qu'on se discipline de manière commune pour que vous puissiez exploiter au mieux votre temps de parole. Anne-Claire. Vous avez dit que cette guerre nous distrayait des vrais problèmes dans cette campagne. Vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de vivre tout de même un moment historique en termes énergétiques, en termes militaires, en termes diplomatiques? Vous dites que dans 10 ans, on ne verra plus rien de cette crise. C'est vraiment le cas? Madame Coudray, ce que j'ai voulu dire que les crises s'accumulent, mais ne s'annulent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous avons une crise à l'Est que nous n'avons plus une crise au Sud, et en particulier sur notre sol. Nous avons un problème majeur qui est en train de détruire notre identité, qui mine notre sécurité, qui est l'immigration venue du Sud. Ça, ce n'est pas parce qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine que cette crise s'évapore, que cette crise disparaît, vous comprenez? Et donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que je ne veux pas
que cette élection présidentielle soit confisquée par un sujet qui est certes fondamental, important, puisque c'est le basculement de ce qu'on croyait éternellement pacifique en Europe depuis la chute de l'Union soviétique. Oui, mais je ne veux pas que ça occulte, c'est ça le mot, distrayer, détourner, que ça occulte la crise fondamentale que vit la nation française, qui est ce grand remplacement de population et ce grand remplacement de civilisation.